La Guinée-Conakry avait pourtant été pressentie pour être très proche du Burkina Faso et du Mali et même former ensemble une confédération. Il s'agissait d'un corridor qui était annoncé comme assez solide. Mais du jour au lendemain, la Guinée-Conakry a décidé de suivre son chemin. Du jour au lendemain, également, le Niger entre en scène avec le coup de révolution perpétré le 26 juillet 2023 sur le territoire nigérien, renversant ainsi le président Mohamed Bazoum. Depuis lors, les trois pays, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali, avancent ensemble. Le 16 septembre 2023, il était question pour ces pays de former l'Alliance des États du Sahel et depuis le 6 juillet dernier, ensemble, ils forment la Confédération des États du Sahel. La Guinée-Conakry, elle, a été claire il y a de cela 2 jours par la voix, l'une des voix les plus autorisées. Il s'agit de la voix du Premier ministre guinéen Bahouri. Celui-ci a été très clair. La Guinée n'intégrera pas l'AES. Elle a inscrit ses actions dans le cadre de la CEDEAO. Fin de citation. Pourquoi la Guinée-Conakry tourne-t-elle le dos au pays de l'AES, à cette confédération tant miroitée sous le magistère du président Mamadi Doumbouya? Pourquoi cette distance existe aujourd'hui entre la Guinée-Conakry et les pays de l'AES? Des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette émission. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Regard panafricain s'ouvre et reçoit le docteur Sango. Il est politologue et internationaliste. Il est l'invité de ce programme. Merci d'être là. Bonsoir, docteur Sango. Bonsoir Madame Cassandra Bégoudé, bonsoir aux multiples téléauditeurs et téléspectateurs, bonsoir à la technique, bonsoir à l'Afrique et ravigoté d'être là encore ce soir pour essayer de pousser le combat panafricain. Merci d'avoir honoré cette invitation, mesdames, messieurs. Regard panafricain démarre tout de suite. Nous regardez sur nos plateformes For You Media Africa, nous recevez à travers la radio 96.3 FM à Douala et ses environs. Vous nous regardez aussi sur vos petits écrans sur For You Télévision à travers nos différents canaux. Merci pour votre fidélité et votre confiance car elle nous honore. Docteur Sango, vous êtes avec nous dans ce studio et avec vous, nous parlons d'entrée de jeu de la Guinée qui a fait le choix de se séparer ou encore de tourner le dos à l'AES. Les propos du Premier ministre Ouriba sont clairs. La CEDEAO, la Guinée-Conakry, inscrit ses actions dans le cadre de la CEDEAO. La Guinée n'intégrera pas l'AES. Des propos clairs, docteur Sango, mais dans quel sillage est-ce que vous les inscrivez, ces propos? Oui, il faut dire que le Premier ministre de la Guinée-Conakry venait tout simplement de dire ce que nous, panafricanistes, nous savions déjà depuis un bon bout de temps, compte tenu des orientations politiques, voire même idéologiques que ce pays-là a dû prendre depuis ce coup d'État qui a renversé le professeur Alpha Condé. Et il faut dire que en réalité, si cette sous-région d'Afrique de l'Ouest donnait à voir à un certain moment donné un certain nombre de processus de révolution et de renversement, c'est des processus en réalité qui étaient communs peut-être, mais qui ne se ressemblaient pas du point de vue de la nature et même du point de vue des engagements politiques. Ces processus de révolution en réalité donnaient à voir des types de camps, des types de positions idéologiques. D'un côté, ce qu'on peut qualifier comme étant des coups d'État modérés, c'est-à-dire des coups d'État en réalité qui ne visent pas à instaurer des véritables discontinuités par rapport à l'ordre dominant qu'est la France-Afrique. Et de l'autre côté, les coups d'État totalement rigides qui entendent, n'est-ce pas, ici, mettre sur pied des ruptures maximalistes en ce qui concerne ce processus de la France-Afrique qui malmène ou continue de malmener leur État. Et à ce titre-là, cela donne à distinguer deux types d'acteurs qui implémentent ou qui mettent en exergue ces coups d'État-là.
d'un point de vue, ou du côté, n'est-ce pas, ici, des coups d'État modérés, on voit bel et bien que c'est des dynamiques occidentales qui entrent en branle en mettant, n'est-ce pas, ici, en exergue les endocolons sur le plan interne pour renverser un système qui, jusque-là, se montrait déjà entre guillemets rebelles à leur politique de domination. Et en cela, il faut aujourd'hui comprendre la position, par exemple, de la Guinée-Conakry à l'époque du professeur Alpha Condé. Et c'était quelqu'un qui, lors de son dernier mandat, le renouvellement de son dernier mandat, parce qu'il faut dire qu'il venait juste d'être réélu à la tête de la Guinée-Conakry, c'est quelqu'un qui n'entendait plus, n'est-ce pas, continuer dans la vassalisation de ses ressources naturelles, et plus précisément du bauxite, par exemple. Il entendait, n'est-ce pas, essayer de réviser les accords avec ces puissances occidentales, et fondamentalement la France, et cela n'a pas du tout plu à ces puissances occidentales, raison pour laquelle ce coup d'État est intervenu. Donc, en réalité, le coup d'État de Mamadou Doumbouya n'est pas un coup d'État en réalité qui visait à remettre la Guinée-Conakry, n'est-ce pas, dans la logique du premier président de ce pays-là, c'est-à-dire le président Sékou Touré. On connaît les positions que le président Sékou Touré, n'est-ce pas, ici, actionnait vis-à-vis des puissances françaises. Donc, aujourd'hui, on voit bel et bien que c'est un coup d'État en réalité qui vise à mettre la Guinée-Conakry ou à inscrire la Guinée-Conakry dans la continuité, n'est-ce pas, oppressive de la France-Afrique. Ce n'est pas pour rien que le Premier ministre a aujourd'hui pris totalement position en disant que entre l'AES et la CEDEAO, il choisit la CEDEAO parce que la CEDEAO est à l'état actuel des choses une institution qui travaille en phase avec les intérêts des puissances occidentales sur le territoire africain. Donc, ce qui n'est pas le cas avec les États de l'AES. Lorsque vous voyez une telle logique, cela ne peut pas marcher avec les États de l'AES parce que de ce côté-là, il s'agit tout simplement d'une sorte de réfutation de ce système-là et acceptation donc des souverainetés et des indépendances du point de vue, n'est-ce pas, des États africains. Donc, moi, je ne suis pas surpris par cette affirmation. Depuis que Mamadou Doumbouya a fait ce coup de révolution, nous étions, n'est-ce pas, de ceux qui disaient qu'en réalité, on ne doit pas aller très vite en besogne en croyant que on vient, n'est-ce pas, de renverser quelqu'un qui ne voulait pas que la Guinée travaille pour les intérêts panafricanistes. Or, en réalité, le professeur Alpha Condé, c'est quelqu'un qui était déjà, mieux vaut tard que jamais, en train d'orienter la Guinée-Conakry sous les bribes panafricanistes. Donc, moi, je suis aujourd'hui un peu pantois avec ce que la Guinée-Conakry est en train de faire aujourd'hui. Lorsqu'on sait, du point de vue historique, qu'il s'agit de la Guinée-Conakry, de Sékou Touré, le tout premier pays africain à obtenir, entre guillemets, son indépendance. Merci docteur Sango pour cette première lecture sur cette question. Eh bien, le président Mamadi Doumbouya, on l'a bien constaté, au départ, lorsque les trois pays subissaient les sanctions de la CEDEAO, mais aussi de l'Union africaine, avait affiché son soutien envers le Burkina Faso et le Mali. Depuis la révolution au Niger, la Guinée-Conakry est un tout petit peu effacée du tableau de l'AES, par exemple, du tableau d'une possible confédération. Maintenant, lorsque la présidence, ou du moins la Conakry, décide de prendre position et de choisir de tourner le dos à l'AES pour embrasser plutôt la CEDEAO, pensez-vous aujourd'hui que c'est la manifestation de ce qu'on a appelé, il y a de cela quelques jours d'ailleurs sur un autre plateau, la France-Afrique qui perdure si fort dans les États africains? Non, je pense que le fait qu'à un certain moment donné, cette Guinée-Conakry se soit un peu prononcée en faveur des orientations des États de l'AES, en réalité, ce n'était pas des soutiens
ou des solidarités profondes. Ok. C'était des soutiens et des solidarités de façade. J'ai souvent l'habitude de les qualifier des soutiens superficiels, superflus et même superfétatoires, qui n'ont rien à voir avec l'engagement profond même sur le plan panafricaniste. Comme la Guinée-Conakry, c'est également le cas avec le Togo. On a vu comment le Togo, en réalité, à un certain moment donné, et se montrait solidaire à ces États de l'AES. C'est la même chose avec le Tchad. Mais après, dans ces soutiens, what next? Or, en réalité, on aurait très bien voulu, du moins pour ce qui concerne les panafricanistes, que ces États-là, n'est-ce pas ici, rejoignent ces pays de l'AES pour rendre cohérent leur engagement et participer à faire avancer le combat panafricaniste. Parce que aujourd'hui, il faut être honnête et reconnaître que les ambitions portées par les États de l'AES sont des ambitions nobles. Mais en réalité, ces ambitions-là aujourd'hui se confrontent, n'est-ce pas, à la difficulté numérique. On voit bel et bien que ces trois États, comparés à la galaxie du reste des États africains, aujourd'hui, restent minimes. Et en tant que tel, le combat ne peut pas porter des fruits et escomptés qu'on attend. Donc moi je pense qu'en réalité, on ne doit pas se prévaloir ou alors toujours penser à ces soutiens que la Guinée-Conakry avait eu à faire à un certain moment donné de son parcours. C'était des soutiens en réalité hypocrites, des soutiens en réalité qui ne visaient pas à accompagner, n'est-ce pas, sereinement et réellement dans la pratique ces États de l'AES qui ne demandent que l'adhésion de leurs frères africains. Parce que la position des États de l'AES en réalité n'est pas une position contre les États africains, n'est pas une position contre les présidents africains. C'est une position contre le système de la France-Afrique qui utilise certains États africains, certains présidents africains pour se maintenir et déstabiliser ou empêcher le développement du continent africain. Donc c'est un système que les États de l'AES sont en train de s'attaquer. Ces États-là ne s'attaquent pas aux personnes du point de vue institut personné. C'est un système, n'est-ce pas, global qu'il faut aujourd'hui attaquer. C'est pour cela que ces États de l'AES ont toujours montré leur ouverture en termes, n'est-ce pas, ici, d'accueil de leurs frères pour dire qu'en réalité, si un jour leurs frères décident de les rejoindre, les portes restent ouvertes. Voilà à peu près la logique et la grille de lecture qu'il faut aujourd'hui utiliser pour comprendre cette attraction géopolitique que nous sommes en train de vivre dans cette sous-région d'Afrique de l'Ouest. Merci, Dr Songo. Eh bien, lorsque la Guinée prend position et décide de choisir la CEDEAO et qu'on se souvient que le Sénégal aujourd'hui reste avec cette image de médiateur pour le retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO et qu'il y a de cela quelques heures, l'émissaire du Sénégal, à savoir du président Diomaye Diakhar Faye, a été reçu sur le territoire burkinabé pour exprimer sa solidarité, son soutien envers le Burkina Faso, ça on le sait, mais était porteur d'un autre message disant nous n'allons pas fermer totalement la voie au dialogue, il faut qu'il y ait des voies d'échange. Est-ce qu'on peut également inscrire cela dans cette lancée selon laquelle les pays de l'AES devraient revenir, selon certains pays de l'Afrique de l'Ouest, au sein de la CEDEAO? En réalité, aujourd'hui, il faut savoir et comprendre que la fermeture en termes d'échange dans cette sous-région d'Afrique de l'Ouest reste aujourd'hui difficile. Parce qu'en réalité, économiquement, c'est des pays qui restent interdépendants. D'accord? C'est des pays qui échangent entre eux. C'est des pays qui ont, n'est-ce pas, ici, une sorte de diversité en termes économique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces pays n'ont pas les mêmes ressources naturelles et les mêmes matières premières. Ce qui explique donc cette interchangeabilité aussi mouvante qui reste difficile à être fermée
conformément aux ambitions dichotomiques politiques qui caractérisent ces chefs d'État. Le Sénégal ne peut pas se fermer économiquement d'un pays comme le Mali. C'est impossible. Ok. C'est impossible. Historiquement comme économiquement, c'est impossible. Et il faut rappeler qu'en réalité, cette confédération des États de l'AES qui vient de se créer là, en réalité, n'est qu'un vice repetita de l'histoire. Il faut rappeler que du point de vue historique, il y a eu une confédération. J'ai même envie de dire une fédération. Oui. Ça allait même au-delà de la confédération pour revêtir la fédération, qui regroupait, n'est-ce pas, ce Mali, ce Sénégal, l'ex-Dahomey qui est aujourd'hui le Burkina Faso, et une partie du Niger, d'accord? Mais cette fédération n'avait pas mis long parce qu'en réalité, il y avait à la tête de certains de ces États membres des présidents valets, des présidents endo-colons, des présidents en réalité qui ne voulaient pas que les États africains soient des États souverains et indépendants. Et c'est cette logique-là qui continue encore aujourd'hui avec, n'est-ce pas, l'Union africaine, d'accord? Où on a cette politique, n'est-ce pas, ici, de dépendance qui prévaut au sein de cette institution. Le camp, n'est-ce pas, des Moroviens qui avait prévalu en 1963 et qui oriente aujourd'hui la politique fonctionnaliste et organisationnelle de cette institution. Okay. Donc, lorsque les gens se posent aujourd'hui, par exemple, la question sur le fait que pourquoi est-ce que l'Union africaine ne veut pas travailler pour les intérêts du continent africain, pourquoi est-ce que cette institution ne veut pas travailler pour qu'il y ait réalisation de l'unité africaine? En réalité, c'est que ces gens-là ne comprennent pas le point du départ qui était 1963. C'est un point, n'est-ce pas, qui avait pris des orientations qui ne devaient pas faire en sorte que les États unis d'Afrique se réalisent. Donc, la question que vous posez est une question fondamentale aujourd'hui. En dépit ou alors nonobstant le fait que ces États-là soient aujourd'hui politiquement en dichotomie, ne peut pas entraîner la fermeture économique, justement parce que en réalité ces États sont interdépendants et la fermeture serait totalement, n'est-ce pas ici, néfaste pour ces économies et risque, n'est-ce pas ici, de déclencher les révolutions populaires. Vous savez que dans un État, lorsque l'économie n'est plus, n'est-ce pas, au garde-bout, la population ressent directement, n'est-ce pas, le poids, n'est-ce pas, de ces conséquences économiques et généralement, cette façon de faire oriente cette population-là vers la rue pour demander le départ de ces hommes politiques. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre dans cette logique, n'est-ce pas, des frontières. Merci, docteur Sango. La logique des frontières qui reste, on va le dire ainsi, coloniale. C'est donc un héritage colonial, d'après d'ailleurs ce que vous avez l'habitude de mentionner dans nos différentes émissions. On parle toujours de l'AES, mais à présent, on va clore le chapitre qui mettait en exergue la Guinée-Conakry pour parler à présent de cet appel du président malien qui est par ailleurs président en exercice de la Confédération de l'AES. Celui-ci a appelé à la création d'un parlement de la Confédération de l'AES. Le colonel Assimi Goïta a affiché donc cette position alors qu'il recevait une délégation législative de transition conduite par le président Dr Ousmane Bougouma. C'était le 8 octobre dernier. Le chef d'État malien a lancé un appel à la mise en place d'un parlement de l'AES. Quelle pourrait être la force, la puissance, mais aussi l'importance d'un parlement comme celui-là, celui qui a été évoqué par le président malien? Oui, il faut déjà dire que d'un point de vue politologique, à partir du moment où ces États ont décidé de procéder ou de mettre en place une confédération, le Parlement ou la mise sur pied du Parlement n'était que conséquentielle. C'est-à-dire, c'était prévu, c'était que normal, c'était incontournable parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans une confédération si vous n'avez pas un instrument, n'est-ce pas, législatif capable de vous permettre, n'est-ce pas, de légiférer non seulement sur un certain nombre d'accords et de traités, mais aussi sur un certain nombre, n'est-ce pas, d'éléments décisionnels qui pourraient, n'est-ce pas, ici,
à caractériser ces trois États. Donc, du point de vue technique, c'était quelque chose qui était attendu. Maintenant, quelle est l'importance? L'importance, en réalité, c'est que ça va rendre aujourd'hui fluide la prise des décisions, d'accord? Okay. La prise des décisions ne va plus se faire du point de vue seulement institut personnel lié à ces trois présidents, mais les prises de décision vont se faire de manière collégiale à travers une institution parlementaire où il y aura des députés, des parlementaires de cette confédération qui seront appelés à jouer le rôle, n'est-ce pas, parlementaire que ces derniers jouent à l'intérieur des États, n'est-ce pas, pris de manière isolée. Est-ce que ceux qui constitueront ou alors pourraient constituer ce Parlement sont des parlementaires déjà des pays de l'AES, donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ou alors il faudrait des profils différents? Bon, je pense que dans une perspective de court terme, on va utiliser les parlementaires, certains parlementaires, n'est-ce pas, oui, qui sont déjà à l'intérieur de ces trois États. Mais il faut dire que dans une perspective de long terme, il y aura des élections parlementaires de la confédération. Au même titre que nous vivons, par exemple, avec l'Union européenne. Oui. Vous savez qu'il y a souvent les élections européennes. Et à côté des élections, n'est-ce pas, ici, un souverainiste de chaque État de l'Union européenne. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Ce Parlement va permettre à ces trois États d'avoir un instrument juridique efficace de prise de décision qui pourra légiférer non seulement sur les lois, mais aussi et surtout sur des positions que devront, n'est-ce pas, adopter ces trois États sur le plan international. Ça, n'est-ce pas, participe donc à renforcer une fois de plus cette confédération sur les faits réels. Parce que en réalité, depuis l'annonce de la création de cette confédération-là, il y a eu la signature du traité qui était un élément fort, mais en réalité, il y avait encore plusieurs choses qu'il fallait encore mettre en place pour matérialiser techniquement et politiquement cette confédération-là du point de vue réel. Oui. Et il n'y a pas que la confédération, il n'y a pas que le Parlement, mais il faut déjà saluer l'annonce et la création de ce Parlement-là. Il y a également l'instrument judiciaire qu'il faudra mettre en place. Okay. Il y a aussi l'instrument, n'est-ce pas, diplomatique, parce que ces trois États-là, en réalité, doivent mettre, n'est-ce pas, leur diplomatie ensemble, de telle sorte que chaque fois qu'il y a un problème qui concerne, n'est-ce pas, l'extérieur, que les voix ne soient pas discordantes, que ce soit la voix de la confédération qui prévaut sur le plan international. De la même sorte qu'on aura besoin, n'est-ce pas, d'une diplomatie commune, on aura également besoin, n'est-ce pas, d'une défense commune. Et je pense que sur l'élément même défensif, beaucoup de choses ont déjà été faites sur le terrain. Et on aura également besoin d'une monnaie commune. C'est des projets qui sont en cours. Donc vous comprenez qu'en réalité, ces trois États sont en train de travailler et de sceller leur union de telle sorte que les ennemis ou les adversaires qui ne veulent pas que l'Afrique se mette ensemble ne puissent pas leur débranler facilement. C'est des dynamiques unitaires solides qu'ils sont en train de mettre en place pour que leur défection par leurs adversaires ne soit pas aussi facile. C'est très important de le mentionner parce que lorsqu'on voit le processus, n'est-ce pas, de déstabilisation ou de révolution qui ont caractérisé l'Afrique dans le passé, on voit bel et bien que il y avait une sorte de facilité, n'est-ce pas, de disjonction de certaines rivalités, de révolutions populaires qui ont poussé en Afrique à un certain moment donné de l'histoire. Oui. On ne doit pas quand même penser que nous sommes en train de vivre une première avec les États de l'AES. Il y a eu des tentatives, il y a eu des initiatives, sauf que ces initiatives ont été torpillées, ont été, n'est-ce pas, dilapidées, ont été, n'est-ce pas, infiltrées et déstabilisées par des dynamiques occidentales, justement parce que certaines précautions n'étaient pas prises au niveau, n'est-ce pas, de la base. C'est ça que les États de l'AES ne veulent plus revivre aujourd'hui. Oui. C'est pour cela que ces précautions basiques sont en train d'être mises sur pied
pour que cette dynamique populaire révolutionnaire puisse perdurer dans la dynamique du temps long. On a eu des initiatives de Thomas Sankara, par exemple, des initiatives de Patrice Lumumba, des initiatives, n'est-ce pas, ici, des présidents comme les Sékou Touré, mais ça n'a pas mis long parce que ces présidents-là, ces révolutionnaires-là, qui luttaient pour des bonnes causes, n'étaient pas aussi accompagnés politiquement, économiquement, n'avaient pas pris, bref, des précautions nécessaires pour que ces puissances occidentales ne puissent pas leur défaire facilement. C'est donc cette rectification-là que nous sommes en train de vivre avec les États de l'AES et je pense qu'il faut saluer cela et les encourager d'aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est effectivement ce qu'envisage de faire le président Assimi Goïta, qui est le président en exercice de cette confédération de l'AES, accompagné de ses pairs, évidemment. Docteur Sango, une confédération de l'AES pour bien fonctionner, vous avez cité tout à l'heure, c'est qu'il faut mettre dans l'arc, voilà, pour arriver au niveau escompté, mais au-delà de ce Parlement, docteur Sango, la confédération de l'AES, parlant de l'aspect diplomatique, pourrait-elle, bien sûr, réussir à se frayer un chemin avec, vous parliez tout à l'heure d'une représentation unique ou du moins commune, lorsqu'on sait que des pays comme l'Iran, par exemple, ont eu à appeler à ce qu'il y ait un représentant, un diplomate de l'AES. Est-ce que tout cela ne demande pas aussi un peu plus de poids, un peu plus de, je ne vais pas dire de réflexion, mais un peu plus de travail d'une certaine manière, lorsqu'on se rend compte que les pays africains autour n'arrivent pas à témoigner leur soutien? Oui, c'est ça l'idéal. Et nous avons toujours déploré ce manquement-là, parce qu'on voit aujourd'hui que les États de l'AES sont en quelque sorte isolés, et non seulement du point de vue africain, mais aussi et surtout du point de vue de ces puissances occidentales qui n'aiment pas ce genre de regroupement. Mais du point de vue occidental, c'est des bonnes guerres, ça ne nous dit rien. Cet isolationnisme même là peut être salué parce que nous savons qu'en réalité, leur partenariat avec les États africains n'a jamais rien apporté. Donc, sur le plan interne africain, c'est là où ça pose problème. L'idéal serait peut-être que certains États africains ou tous les États africains en réalité épousent le combat de l'AES pour que ce poids-là puisse se ressentir au niveau international. C'est l'idéal, c'est ce que nous préconisons chaque fois lorsque nous faisons des analyses panafricanistes, parce qu'en réalité, l'enjeu final, c'est qu'il y ait une sorte de regroupement d'un État africain sur le plan de la diplomatie internationale. Donc, je pense qu'en réalité, si cela n'est pas encore possible, ça ne doit pas pousser au pessimisme. Ça ne doit pas pousser au pessimisme parce que techniquement, les États de l'AES sont déjà en train de s'orienter dans ce sens-là. On a vu dernièrement, lors du sommet Chine-Afrique, comment ces États de l'AES ont essayé, n'est-ce pas, d'envoyer un représentant de la confédération de l'AES. Donc, ce que l'Iran a fait comme sortie et comme discours, en réalité, c'est quelque chose qui est aujourd'hui inévitable et qu'il faut, n'est-ce pas, ici en appeler pour que ces États-là puissent être compris et solides sur le plan international. Il ne faudrait pas que chaque fois qu'il y a des sommets internationaux, chose que nous déplorons également dans la matérialisation des relations internationales aujourd'hui, concernant les États africains, il faudrait que ces États de l'AES ne puissent pas se disperser en envoyant chacun son ministre des Affaires étrangères. D'accord? Ce serait encore plus pertinent, plus cohérent que lors d'un tel sommet international, que ce soit un représentant des États de l'AES qui puisse s'y rendre pour parler au nom de la confédération de l'AES. Donc, en réalité, l'idéal serait que les États voisins de l'AES
hein, ou alors tous les États africains en réalité se mettent ensemble. Mais cela n'est pas possible aujourd'hui compte tenu, n'est-ce pas, de certaines positions idéologiques qui caractérisent ces présidents africains. Ils sont totalement, n'est-ce pas, dispersés. Les présidents restent divergents en ce qui concerne l'idéologie panafricaniste aujourd'hui. Pendant que certains pensent que l'heure est venue pour que l'Afrique se prenne en charge et actionne sa souveraineté au même titre que celle des pays occidentaux, il y en a encore à l'intérieur du continent africain. C'est un président qui pense que non, l'Afrique mérite d'être encore gouvernée comme des colonies, et comme des tutelles à l'époque, n'est-ce pas, de la colonisation et de l'esclavage. Oui. Et travaille pour ça. C'est ça qui fait aujourd'hui la difficulté dans ce combat panafricain. Mais je pense que il ne faut pas qu'on perde, n'est-ce pas, espoir. Il ne faut pas qu'on sombre dans le pessimisme en dépit, n'est-ce pas, de cette situation. Ce qui va, n'est-ce pas, essayer sauver l'Afrique, c'est la construction du rapport de force. Ces États de l'AES aujourd'hui, lorsqu'on vous voyez, n'est-ce pas, les rapports de force sur le terrain, ils sont peut-être 3, mais les fruits qu'ils sont déjà en train de produire, d'engendrer en termes de rendement panafricaniste sont largement supérieurs à ce que ces autres États africains restés dans leur ensemble produisent pour le continent africain. Donc, c'est en quelque sorte une bûchette d'allumettes allumée dans l'obscurité. Vous savez que une bûchette d'allumettes, aussi infine qu'elle soit, lorsque vous la claquez dans un monde obscur, ça finit toujours par éclairer et par se ressentir dans cette obscurité ambiante qui l'entoure. C'est à peu près cette image que les États de l'AES représentent aujourd'hui à l'intérieur du continent africain. Ils sont minoritaires, mais les actions qu'ils posent restent des actions qui illuminent toute l'Afrique et qui produisent, n'est-ce pas, ici, des indices de l'espoir pour l'avenir. Merci, docteur Sango. Nous allons sans transition parler à présent de la deuxième thématique concernant le président Volodymyr Zelensky qui s'est déplacé pour une tournée européenne. Celui-ci s'est arrêté en Italie, à Berlin, notamment en Allemagne, mais aussi à Paris, en France, où il a été reçu par le président Emmanuel Macron. Il a été reçu par Olaf Scholz. Il s'agit du chancelier allemand, sans oublier Giorgia Meloni, la ministre du côté de l'Italie. Eh bien, Volodymyr Zelensky, dans sa descente sur le territoire européen, visait à recevoir à nouveau du soutien de ses alliés occidentaux, mais également faire valoir son nouveau plan de victoire, ce qu'il a appelé son nouveau plan de victoire contre la Russie sur le territoire ukrainien. Un plan d'ailleurs qui n'a pas été détaillé de fond en comble, mais ce qui ressort de cela, c'est le type et le nombre d'aides qui a été demandé à nouveau par le président ukrainien. Docteur Sango, il y a de cela quelques semaines, quelques jours, disons-le ainsi, parce que c'était le week-end dernier, le chancelier Olaf Scholz, par exemple, appelait l'Ukraine à céder des parts, ou du moins des terres à la Russie afin de solder la question qui existe aujourd'hui comme un conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi annonçait il y a plusieurs mois de cela la rupture de l'aide à 50% en direction de l'Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui les pays occidentaux sont en train de vouloir ouvrir une brèche à la discussion avec la Russie pour certains qui estiment que l'endettement ne devrait pas être un héritage à laisser à l'Ukraine? Madame Bégoutier, une guerre ne dure pas éternellement. Une guerre a toujours un début et a toujours une fin. Et pour qu'il y ait la fin d'une guerre, il y a souvent un certain nombre de facteurs. Parce que pour que la guerre se manifeste et se maintienne, il y a souvent des ingrédients, des actions, des facteurs, n'est-ce pas, de maintien.
parmi ces facteurs de maintien, il y a souvent le financement, il y a souvent la capacité de la technologie et de l'armée, et il y a souvent des ambitions et de la configuration des partenariats sur le plan international d'un camp comme de l'autre camp. Il se trouve donc aujourd'hui en réalité la guerre, ou ce que les gens appellent aujourd'hui la guerre, parce que en réalité pour des observateurs avertis, il s'agit tout simplement d'une opération spéciale que la Russie est en train de mener de ce côté-là. En réalité, cette opération spéciale s'est maintenue jusqu'ici parce que il y a eu ou il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont livrés comme étant des soutiens, des accompagnateurs de cette opération spéciale militaire sur le plan opérationnel. Il faut dire que la Russie, qui est aujourd'hui confrontée à toute une mégalopole face à cette opération spéciale militaire, en réalité, est en train de faire ce que j'appelle un soulèvement de profondeur, est en train de renverser les rapports de force. On voit qu'un seul pays aujourd'hui est en train de mettre en difficulté une association d'États regroupés autour d'un instrument stratégique militaire qu'on appelle l'OTAN. Donc, c'est les velléités donc d'affaiblissement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui du camp d'en face. Et vous savez que les États-Unis, qui sont la tête de proue de cette organisation stratégique qu'on appelle l'OTAN, a montré sa position officielle dernièrement en disant qu'il n'était plus prêt à mettre à la disposition de l'Ukraine certains outils d'armement. Et cela s'explique aujourd'hui avec cette défragmentation des pôles de centralité qui, n'est-ce pas, produit des conséquences sur le plan économique interne de chaque État aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ces renversements, ces révolutions que l'Afrique est en train d'expérimenter aujourd'hui, certains États africains qui avaient jusque-là à leur service les matières premières et les produits et les ressources naturelles de l'Afrique presque de manière gratuite, n'ont plus accès facilement. La France n'a plus accès à l'uranium du Niger qu'elle prenait presque gratuitement. Et c'est pour cela qu'il y a des coupures d'électricité en France aujourd'hui. Les États-Unis n'arrivent plus à se ravitailler, n'est-ce pas, au Niger comme ils le faisaient à l'époque. Il faut rappeler que la bombe d'Hiroshima et Nagasaki qui avait été frappée au Japon, cette bombe-là a été fabriquée avec des ingrédients venant d'Afrique. D'accord? Il n'y a plus donc cette facilité en termes de ravitaillement en matière première, n'est-ce pas, des industries américaines. Ce qui a des conséquences au niveau donc de l'assistance militaire, et les États-Unis ont montré leur désistement. C'est donc face à cette sortie américaine que Zelensky est en train de se tourner manu militari vers l'Europe. D'accord? Or, à l'intérieur de cette Europe, même à l'intérieur de cette Union européenne, les États ne parlent pas avec unanimité et univocité, n'est-ce pas, sur cette opération spéciale militaire qui oppose l'Europe à la Russie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les manifestations des conséquences sur le plan réel à l'intérieur de ces différents pays européens ne sont pas les mêmes. D'accord? L'Allemagne, par exemple, vit férocement les conséquences économiques de la fermeture des gazoducs russes du côté de l'Allemagne. D'accord? Et il y a le gaz qui n'est plus facilement accessible. Et vous savez que à la période de l'hiver, c'est souvent très dangereux et compliqué du côté de ces pays-là. Il y a les États comme, par exemple, le Portugal, l'Espagne, qui n'arrivent plus à supporter les conséquences de cette opération spéciale militaire. Il n'y a que peut-être la France et dans une moindre rigueur l'Italie qui semble encore se montrer, n'est-ce pas, des soutiens importants à Volodymyr Zelensky. Donc en réalité, cette visite de Zelensky en réalité témoigne stratégiquement, tout simplement, l'effritement de ce bloc face à la Russie qui est en train d'imposer les pions sur le plan
sur le plan opérationnel. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que dans les jours qui arrivent, en réalité, il ne s'agit pas d'un plan de victoire qu'il est en train de tracer. En réalité, techniquement, il aurait parlé d'un plan, n'est-ce pas, de capitulation qui risque donc de faire en sorte que ces deux belligérants se mettent autour d'une table pour voir comment dessiner les points de sortie. Parce qu'en réalité, Vladimir Poutine, lui, il a été clair. Lorsqu'il a commencé cette opération spéciale militaire, il avait dit qu'il a, n'est-ce pas, les moyens de les gagner, quelle que soit l'issue, soit en faisant la guerre, soit en faisant la paix. Sauf que si c'est l'hypothèse de la paix qui prévaut, ce sera une paix qui sera accentuée sur les conditionnalités fixées par Vladimir Poutine. Donc, moi, je suis en train de voir que nous sommes en train de vivre l'issue, la fin de cette guerre-là, parce qu'il y a déjà un camp qui est non seulement divisé aujourd'hui, mais aussi et surtout essoufflé économiquement, voire même militairement, à cause, je répète encore, de cette diffraction des pôles de centralité qui a participé à faire déplacer les plaques tectoniques sur le plan international. Merci, Dr Sango. Alors, on va le dire, depuis 2022, notamment février, l'Ukraine a reçu 397 milliards de dollars déjà octroyés par ses alliés occidentaux sous forme de prêts, évidemment. Et aujourd'hui, l'Allemagne, je le disais tout à l'heure, décide de réduire de 50% son aide en mettant en avant un argument. Il s'agit de ne pas laisser l'Ukraine endetté après le magistère, bien sûr, de Volodymyr Zelensky, après cette période de guerre, comme ils aiment à l'appeler. Alors, diriez-vous, pour sortir, docteur Sango, que c'est donc un nouveau plan d'endettement qui a été plutôt préparé et présenté par Volodymyr Zelensky à ses différents homologues et collègues, on va le dire ainsi, occidentaux? Oui, en réalité, c'est un nouveau plan d'endettement. Il est en train de s'entêter. Il est en train de s'entêter dans cet endettement de son pays. Au moment où certains États veulent même limiter cet endettement. Les États comme l'Allemagne, par exemple, la sortie du chancelier allemand participe de cela parce que le chancelier, en réalité, est réaliste aujourd'hui. Et est-ce que ce n'est pas aussi une fuite en avant pour l'Allemagne qui est plus pour la paix, finalement, que pour la poursuite de la guerre? Non, ce n'est pas une fuite en avant parce que l'Allemagne est en train de comprendre qu'en réalité, ce financement qu'elle met chaque fois à la disposition de l'Ukraine ne servira pas à une bonne cause, ne va pas permettre à l'Ukraine de gagner cette guerre, mais au contraire, ça va plutôt plomber l'Ukraine dans un endettement éternel qui va, n'est-ce pas, perdurer même quand le président Zelensky ne sera plus au pouvoir. Donc, l'Allemagne en réalité est réaliste. Et ce réalisme-là s'explique pour un certain nombre de facteurs que je vous ai expliqués ici. L'Allemagne aujourd'hui veut qu'il y ait un arrangement, du moins qu'il y ait cessation de cette guerre russo-ukrainienne, parce que économiquement, l'Allemagne ne veut pas que les Allemands, n'est-ce pas, ressentent l'oppression, le poids économique des conséquences de cette guerre russo-ukrainienne aujourd'hui. Il faut dire que le chancelier allemand, en réalité, vient de remplacer à la tête de l'Allemagne Angela Merkel, qui connaissait ce problème. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy, le problème entre la Russie et l'Ukraine existait déjà. Mais sauf que ces deux leaders, au niveau européen, savaient comment manager cette problématique pour qu'elle ne puisse pas exploser. Donc aujourd'hui, Scholz est, n'est-ce pas, face à un défi où il doit chercher à maintenir la politique, n'est-ce pas, de l'Allemagne d'attente à l'époque de Angela Merkel, s'il veut passer aussi plusieurs années à la tête de l'Allemagne. Parce que si il ne résout pas ce problème avec maestria, s'il ne déclenche pas ce que j'appelle souvent la réelle politique, il risque, n'est-ce pas, ici, de perdre le pouvoir à la tête de l'Allemagne. Donc moi je pense qu'il est réaliste et ce réalisme-là est aujourd'hui à saluer. Zelensky doit comprendre que ce qu'il est en train de faire là participe tout simplement à enterrer l'économie de son pays parce que
toutes ces sommes que ces États européens, américains ont mis jusque-là à sa disposition ne sont pas des dons philanthropiques, ce sont des prêts que l'État ukrainien remboursera, n'est-ce pas, dans les générations à venir. Donc c'est dans cette façon de faire que l'Allemagne et certains autres États européens ne veulent plus accepter. Et le président Zelensky semble donc faire l'oreille des sourds en continuant dans cette dynamique-là d'endettement parce qu'il sait que pour lui, qu'est-ce qu'il a à perdre? Il est tout simplement là pour jouer les intérêts des puissances occidentales qui veulent atteindre la Russie à travers son territoire. Dans la tête de Zelensky, ce n'est pas développer l'Ukraine qui importe. Il n'est pas là pour développer l'Ukraine. Il n'est pas là pour sécuriser l'Ukraine. Il est là pour jouer le jeu de ces puissances occidentales, de ce club otanien. Or, il se trouve donc que ce club occidental, ce club otanien, n'est-ce pas, éprouve désormais, n'est-ce pas, des mesures d'essoufflement sur le terrain. Ça participe donc à ce que disait un haut stratège qui disait, je cite, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, le contrôle lorsque vous voulez allumer le feu, mais lorsque ce feu-là est allumé, vous n'avez plus le parfait contrôle, n'est-ce pas, de pouvoir l'éteindre. Ça prend une dimension, n'est-ce pas, que vous ne vous entendiez pas au départ. Donc, voilà un peu la situation aujourd'hui. La guerre russo-ukrainienne est en train d'échapper ceux qui ont travaillé pour que celle-ci déclenche. Et je pense que c'est ça qui va aussi faciliter la capitulation de ces États-là et qui va les conduire vers ce que nous appelons la négociation en vertu de ce que je propose dans mes travaux scientifiques en disant qu'une guerre, quelle que soit sa nature, traverse toujours 3 phases. La phase de la dénégation, la phase de la confrontation et la phase de la négociation. Nous avons déjà vécu la phase de la dénégation, la phase de la confrontation. Nous sommes aujourd'hui en train de vouloir vivre la dernière phase qui est celle de la négociation. Merci infiniment, docteur Sango. Le président Zelensky ne s'est pas dit ouvert en tout cas au dialogue avec la Russie et continue de parler d'un nouveau plan de victoire. Et vous estimez que c'est un plan d'échec sur le territoire ukrainien, mais aussi celui-ci reste désormais illégitime à la tête du pays et le président russe l'avait déjà mentionné. Il est impossible pour l'instant de discuter avec des autorités illégitimes. Docteur Sango, regard panafricain, c'est terminé ce soir. On se retrouvera la semaine prochaine, mais avant dimanche prochain à la télévision. Oui, rendez-vous hebdomadaire. C'est un rendez-vous, n'est-ce pas, que je respecte toujours. Donc, je vais l'honorer et je profite pour remercier les téléspectateurs et téléauditeurs qui ont pris du temps pour suivre nos modestes analyses. Merci, docteur Sango. À très bientôt. Et à très bientôt aussi à ceux qui nous ont regardés sur For You Media Africa, nos différentes plateformes. Écoutez sur la 96.3 FM, notre radio panafricaine, et regardez sur For You Télévision. On se retrouve prochainement pour une nouvelle édition. Restez avec nous. Au revoir, Batory.